crawl et longe, c'est ça. Ok. Voilà, là t'es pas amené. Tu peux pas remonter sur Quoi là? C'est chacun un paquet. On est en train de préparer le matériel pour demain. Donc demain on effectue un portage de matériel à 2200 mètres d'altitude à peu près. Il ne faut rien qu'on oublie. On va essayer de monter un maximum de choses pour ne pas être trop chargé le jour de l'attaque. Donc là essentiellement corde, amarrage et un petit de l'eau aussi. Maintenant en canyon tu dois. D'accord, mais on l'accroche là quoi. Dans les sacs. Alors le truc c'est d'avoir un truc comme ça et un truc comme ça, c'est ça? Ouais, ça c'est... Alors chacun se démerde pour avoir un sac de portage. Ce sac là, là-haut on le vide, on le mettra dans le sac poubelle. Et on le redescend. D'accord. Et par contre lundi matin on aura notre sac perso avec nos Donc ça c'est bien de le mettre dans la petite pochette derrière ça. Et ça, on C'est chacun un paquet, c'est ça? ouais, par contre fais attention de souvent pas. D'accord, mais on l'accroche là quoi. Dans les sacs. Le Barranco Umbrío, c'est quelque chose que j'ai découvert un peu par hasard en revenant de la Sierra de Guara. Et sur la droite, en fait, il y a une montagne qui s'appelle la Punta Liarga. Et on revenait, en fait, il y avait un gros orage et il y avait des cascades, alors qu'habituellement, il n'y a jamais d'eau qui coule à cet endroit-là. Ça n'attire pas le regard, en tout cas. C'est un canyon qui est déjà calcaire. On va dire que ça correspond à peu près à tout ce qu'on peut avoir dans la région, sur le Haut-Aragon. Par contre, ce qui le caractérise, je trouve, c'est quand même la verticalité. C'est très sauvage. C'est creusé, mais en même temps, c'est assez rocailleux, c'est encombré de gros blocs. Et il y a beaucoup de ravins avec des pierriers intermédiaires qui sont assez difficiles à passer. Le régime hydraulique, c'est un ravin qui est intermittent, c'est-à-dire qui est alimenté essentiellement à la fonte des neiges et lors de gros épisodes pluvieux, orageux principalement. Pour faire cette première descente, ça a été aussi une nécessité, c'est-à-dire qu'il fallait pas qu'il y ait beaucoup d'eau pour qu'on puisse déjà découvrir, parce qu'on ne savait pas à quoi on allait s'affronter. Et puis aussi pour pouvoir équiper, poser les équipements dans une bonne condition de sécurité générale. Ceci dit, on a trouvé l'eau vraiment au final, dans la dernière partie, où il y a des résurgences qui l'alimentent en permanence. Vraiment, mais ça concerne que vraiment la dernière partie. Se lancer dans cette aventure, c'était pas rien, parce qu'il y a quand même plus de 1000 mètres de dénivelé au global. Et donc c'est une préparation qu'on a menée avec l'équipe depuis 1 an et demi. Voilà. La descente commence à 2165 mètres d'altitude entre la Punta Liarga et un petit sommet qui s'appelle El Bocolón. Donc on a appelé ça le col de El Bocolón. Et là, la première partie, c'est pas ce qu'il y a de plus heureux ni de plus intéressant à descendre. En tout cas, c'est très fastidieux parce que c'est 260 mètres de dénivelé à faire dans un ravin encombré de pierriers. Donc c'est très pentu, et ça nécessite au moins plus d'1 heure à 1 heure et demie de descente. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est vraiment le prix à payer pour la suite. À partir de 1900 mètres d'altitude, là on rentre vraiment dans un vrai canyon. Les falaises vont s'élever entre nous. On a appelé cette zone-là les grands remparts, parce que les parois franchement montagneuses, qui font 100 mètres, 150 mètres de hauteur, qui vont être de part et d'autre du canyon. Et alors sur le fond du canyon, on a de moins en moins de pierriers, et on va de plus en plus se déplacer, courir sur le calcaire, qui se dessine, qui commence à présenter des morphologies intéressantes. Ça devient un escalier avec une très grande quantité de ressauts, des ressauts de quelques mètres, d'autres beaucoup plus hauts qu'il va falloir équiper, qui sont de franches cascades, entre 10, 15, 20, 25 mètres, et à peu près une dizaine d'obstacles à équiper et à franchir. Une petite cascade, on a eu du 20 mètres, du 22 mètres, du 15 mètres, là c'est une 12 mètres. Et là on va attaquer vraiment le gros, c'est-à-dire la partie un peu difficile, les grands cassés, donc les 2 grands cassés. Et la grotte elle est en dessous, hein.
C'est la surprise de la descente, Surprise du chef. parce qu'on a 2 ravins qui se réunissent, ça on le savait, et en fait toutes les autres ces 2 ravins s'enfoncent dans une sorte d'avenne et ne passent pas par-dessus la falaise. Donc a priori on imagine qu'il pourrait y avoir un passage spéléo qui nous ressortirait dans la grotte en pleine falaise un petit peu plus bas. C'est une hypothèse, sinon on peut contourner effectivement la faille où s'engouffrent les eaux pour passer à l'extérieur. On verra bien. En tout cas, si ça passe en spéléo, c'est fort. C'est fort, ouais. C'est bien, vraiment ouais, très c'est fort. pas mal. Je suis content. Quoi. Tu parles pas espagnol? Il n'y a pas de mots. C'est incroyable. On progresse et il faut rester concentré quand même. Un passage intérieur comme ça, moi j'en ai jamais passé. Donc il y a la belle inconnue en France qui est amusante. Mais excellent. Là c'est incomparable. C'est un monument, ce truc-là. C'est un monument, franchement. Tu vois, toutes les dalles, elles sont. En fait, le truc c'est que les strates, elles sont comme ça, quoi. Ouais. On est dans le pli, quoi. À l'intérieur. Alors attention les sacs, tout ça. Grandiose! Mon Dieu de là, c'est bon! La bouffée monte, on est dedans, on regarde cette masse de pierre de roche qui est là, qui est énorme, énorme. Et c'est pas fini, ça continue, on en prend encore une deuxième, on se demande bien qu'est-ce qu'on va pouvoir voir après ça. L'eau, elle s'est trouvée un raccourci, quoi. Bah voilà, au lieu de passer par-dessus, Ce qui se passe, c'est que Au lieu de passer par-dessus. c'est une beauté de la nature. Enfin, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu. On doit être les premiers à l'avoir vu, cette arche. Alors, après la grotte, on a une terrasse, bon c'est quand même encombré d'obstacles. On descend de 20 mètres. Et 20 mètres plus bas, on trouve une grande terrasse, assez confortable. Et de là, par contre, ça plonge. C'est-à-dire qu'on a 120 mètres, 130 mètres estimés sous nos pieds. C'est parfaitement vertical, ça nous paraît même surplombant par endroits. Donc on essaye de descendre le plus bas possible. Parce que ça fait déjà plus que la longueur de nos cordes, 100 mètres. Donc je descends, j'arrive à rejoindre une sorte de petit palier vraiment très étriqué où on peut tenir une personne, 2 personnes, un relais très aérien, très suspendu, où on peut mettre 2 points. Et de là, on a pu descendre jusqu'en bas. Ça, c'est la plus grande verticale du canyon. Le premier échappatoire est là, avant c'était strictement impossible. Ce ravin est un passage intermédiaire, 10 minutes suffisent pour dévaler les nombreux blocs qui l'encombrent. Et on arrive au dernier passage de cette partie supérieure du Barranco Hombrío. C'est un bel encaissement, une sorte de coup de sabre qui taille la montagne. On descend dedans et on a un peu l'impression d'être dans des canyons de la Sierra de Guara. Et en plus là on a de l'eau qui arrive, on a des venues d'eau. Pas très abondante, avec quelques petits bassins, des vases, des petites cascades alimentées. Et donc après 4-5 ressauts équipés, on arrive en pleine falaise. Ce coup de sabre vient sortir dans une paroi et on a devant nous une belle verticale, un beau rappel d'une 50aine de mètres qui nous fait progresser presque à l'arrivée. On a tous le sentiment d'avoir passé cette première partie supérieure du Barranco Hombrío. C'est pratiquement fini, on a 14 heures de descente dans les jambes. Ça, c'est presque, la conclusion de la partie supérieure est presque là. C'est plutôt une C45. De toute façon, les mecs ils partent avec des cordes.
Jacques, ici équipe Amprio, tu me reçois? On est arrivé au niveau de la résurgence. Puente Santer. Au niveau du temps, on est comment là? Vous respectez le timing. Ok, il y a un bon débit. On va s'équiper en néo et on va commencer à descendre. J'attends de vous avoir en visuel. Ok, on refait un point d'ici une demi-heure, terminé. La dernière partie du Barranco Umprio est très différente de la partie supérieure, à plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une partie qui, sans être une grande classique du secteur, avait déjà été explorée, donc elle est connue. Elle était équipée d'une façon assez sommaire. C'était très peu visité parce que c'est moins attrayant que d'autres canyons plus glorieux du coin. La deuxième chose, c'est que c'est beaucoup moins montagneux, ça descend une pente forestière et c'est jalonné d'une douzaine d'obstacles, de cascades, plutôt en rampe, entre 10, 12, 15 et jusqu'à 25 mètres de hauteur. Voilà, c'est 400 mètres de dénivelé au total et on arrive dans le rio Chinca tout en bas. Le dernier aspect de la partie inférieure de Amprio, c'est que c'est très bien alimenté, c'est toujours en eau parce qu'on a une grosse résurgence dès le départ qui s'appelle la Fuente Santé et qui apporte de l'eau toute l'année. Ce que je retiendrai de cette aventure, c'est que dans cette région du nord de l'Espagne, le Aragon, qui est une région très courue, qui est très connue, qui a été le berceau du canyoning depuis les années 80, on pensait avoir tout vu, tout fait. Bien, la preuve est faite qu'il faut toujours regarder, qu'il y a toujours des canyons à découvrir, et pas des moindres. Et le Barranco Umprio en fait partie. Je pense que je vais avoir du... Mon sac là-haut, c'est qui descend? C'est Pascal qui t'emmène, moi je Ah putain, si. Ça descend pas trop vite? Non. Si ça force, tu me le dis, il n'y a pas de problème, je tire, hein, je te freine moi. Putain, il est lourd avec ton kit en plus, hein. Ouais, c'est un grand moment dans une carrière de canyoniste. Hein.